Ma très chère crypto en plus-value latente, bienvenue dans cette actu du mois de mai, enfin en tout cas cette deuxième actu du mois de mai avec mon pote Quentin que tu Hello. connais maintenant, je te le présente plus, si tu le connais pas, bah, je vais te le représenter, c'est mon associé sur les crypto-monnaies. Je te fais cette deuxième actu, alors en général les actus sont les premiers mardis du mois, tu l'as remarqué, elles sont en général sur l'actualité immobilière et un petit peu économique. Là, vu l'actualité et surtout vu vos demandes, hein, oui, on a compris dans les commentaires et dans les messages que vous êtes très très crypto là depuis ces dernières semaines, voire moins à peu près depuis le mois de février. Bizarrement, depuis que ça a bien pumpé. Donc, vous êtes beaucoup à nous demander. Donc, on va. Enfin, je profite d'être avec Quentin à Bali. J'ai pas besoin de te faire un dessin, hein, t'as bien compris qu'on était à Bali. Je pars dans 3 jours, donc je profitais de ces derniers jours pour avoir l'actu qui soit la plus à jour possible. C'est pour ça que j'ai pas attendu le mois de juin pour te la poster, sinon entre le moment où on la tourne et le mois de juin, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer, donc elle est très très fraîche le temps que l'équipe te la monte. Donc, Quentin va nous parler aujourd'hui des dernières actualités très fraîches qui s'est passé en crypto-monnaie. En ce moment, il s'en passe beaucoup. Et il s'en passait beaucoup avant, sauf que le grand public ne s'y intéressait pas trop, parce qu'en termes de visible hein, sur le marché, on ne voyait pas grand-chose se passer. Donc les gens s'y sont désintéressés. Et puis là que ça a bien pumpé ces derniers mois, on voit beaucoup plus d'intérêt. Donc on va en parler. Quentin, par quoi on peut démarrer? Quelle est selon toi l'actualité qui peut le plus impacter les investisseurs aujourd'hui? Ok, alors le plus important d'une manière générale quand on étudie un marché financier, c'est la politique monétaire des USA, donc de la Banque fédérale américaine. Et actuellement, on a un retournement de tendance. Donc depuis quelques mois, en fait carrément depuis, si je te donne un point exact, avril 2022, on était dans une période où la Banque fédérale américaine resserrait ses politiques monétaires, c'est-à-dire qu'en augmentant les taux directeurs de sa banque centrale, eh bien, elle diminuait l'argent émis sur le marché et même mis en circulation, et même elle réduisait la quantité d'argent en circulation. Et quand la Fed fait ça, en fait, ça ferme les robinets, il y a moins de liquidités qui arrivent sur les marchés, donc moins de capitaux qui rentrent sur les marchés à risque comme la bourse, les cryptos ou autres, ce qui fait que les marchés généralement corrigent. Donc c'est ce qu'on a vu en 2022, jusqu'à une phase où les marchés viennent consolider. Pour les crypto-monnaies, on appelle ça une phase d'accumulation. Et à partir du moment où on soupçonne que la Fed va réouvrir les robinets, donc faire baisser ses taux, même si ce n'est pas encore fait, les marchés se relancent et anticipent cette décision. Et aujourd'hui, on voit maintenant à court terme que la masse monétaire en dollars, après avoir bien baissé depuis avril 2022 puis consolidé, commence tout juste à réaugmenter. Ce qui veut dire que la Fed est en train d'imprimer. Elle Ok. augmente la quantité de dollars en circulation. Alors le fait qu'il y ait moins de dollars en circulation, on le sait, ça a été pour contrer l'inflation, Ouais, chose qu'elle a réussi très très bien à faire. plus ou moins Maintenant, depuis récemment, parce que justement l'inflation ces derniers mois a recommencé à réaugmenter. C'est pour ça que ok. la Fed est un peu sceptique sur ses décisions. Elle avait prévu de commencer à baisser ses taux en juin, et finalement elle avait projeté septembre, puis novembre. Puis là, elle est plus sûre de pouvoir baisser ses taux en 2024. Mais malgré ce qu'elle dit, on voit en arrière-plan que la masse monétaire augmente. Ok, moi j'avais en tête les chiffres de l'année dernière, je les ai plus suivis dernièrement, où sa baisse a été beaucoup plus brutale qu'en Europe. Hmm. Et donc dernièrement, tu me dis que l'inflation est 5,5 repartie. actuellement. Ok, En et pour quelle raison est-ce qu'elle décide de remettre de l'argent en circulation si l'inflation Alors en fait, repart un petit peu à ce la qu'il faut hausse? comprendre déjà, c'est la mission d'une banque centrale, elle est double. D'une part, c'est de générer de la croissance. Donc pour générer de la croissance, elle doit injecter de l'argent dans l'économie pour en fait pousser chaque industrie et son État. Et sa deuxième mission, c'est de maintenir les prix, donc éviter l'inflation. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir les deux en même temps, puisque si elle ouvre les robinets, donc elle baisse ses taux et qu'elle imprime de l'argent, elle crée de l'inflation. Donc elle crée la croissance, mais si elle crée, donc en créant la croissance, elle crée de l'inflation, et du coup, arrivé à un moment donné, vu qu'il y a beaucoup d'inflation, elle doit faire chemin inverse, elle doit fermer les robinets pour arrêter l'inflation, mais à ce moment-là, du coup, elle amène les USA et le monde dans une phase de décroissance, donc de recul économique. Et du coup, elle est tout le temps en train de jongler entre ces deux phases. Hmm. Et ce qui lui impose en fait ces deux phases, c'est d'une part qu'elle crée des bulles avec ses politiques monétaires, et actuellement, un des facteurs qui risque de la pousser à justement devoir baisser ses taux à un moment donné, ou du moins commencer à imprimer maintenant, c'est que les USA sont énormément endettés. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est 33 000 milliards de dollars, la dette. Et aujourd'hui, il y a un tiers des impôts collectés par les USA qui servent à payer les intérêts de cette dette, ce qui est gigantesque.
on arrive à un stade où, en fait, quand on regarde le calendrier de paiement des intérêts de cette dette américaine, on arrive dans une phase, après avoir vu une parabole, une correction et une relance, où ça devient vertical, la quantité à rembourser. Sauf que les USA sont, comme tous les États, une entreprise qui n'est pas rentable, donc elle s'autofinance en imprimant sa monnaie, donc en dévaluant sa monnaie. Elle est forcée, pour payer ses intérêts de la dette, d'imprimer du dollar pour pouvoir rembourser ses créanciers. Donc en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'elle dévalue sa monnaie. T'as les chiffres de la France, je les avais vus avec un économiste que j'avais fait intervenir sur la chaîne, et je sais qu'on ne doit pas être loin, à mon avis, en termes de pourcentage par rapport à notre PIB, la charge en termes des intérêts de la dette. De quantité d'impôts qu'on Ouais, je sais plus à partir de combien d'impôts payent juste les intérêts de la dette, mais je sais que c'est énorme. Je les ai plus en tête. C'est possible. De toute façon, tous les États sont, enfin presque tous les États sont à peu près dans la même configuration aujourd'hui. Tout ça parce qu'on fonctionne aujourd'hui sur un modèle. Le grand public le voit pas et le comprend pas parce qu'ils sont pas aux manettes. Mais l'économie, c'est le plus gros Ponzi qui existe. En fait. Le mot que j'allais sortir. Les banques centrales, c'est le plus gros Ponzi qui existe. Et c'est pour ça que on a des cycles économiques. On parle de 150 à 250 ans et c'est des cycles économiques pendant lesquels il y a un État qui est la superpuissance mondiale et avec sa monnaie qui devient la monnaie de réserve mondiale. Donc depuis pas mal de temps, ce sont les USA avec l'US dollar qui sont la monnaie de réserve mondiale. Sauf qu'on arrive à un moment donné où les USA dépensent tellement pour assumer leurs dettes, leurs dépenses militaires, etc., qu'ils dévaluent beaucoup trop leur devise, ce qui impacte le monde entier puisque la plupart des monnaies sont backées par le dollar. Et donc tout le monde veut s'en défaire du dollar. Et en fait, les USA sont embourbés. On risque d'arriver à un moment donné à une espèce d'effondrement des USA comme superpuissance mondiale qui vont se faire dépasser par probablement les BRICS, donc l'alliance Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, donc Afrique du Sud, et maintenant une trentaine d'autres États. À mon avis, il n'y a pas besoin d'attendre 200 ans, on va le vivre dans notre génération. Non, justement, là on est à la fin de ce cycle-là. Et en parlant de cycle, on est aussi à la fin d'un autre cycle de 80 ans. On appelle ça les 4 tournants. Et ce cycle-là, il dit que donc on a 4 périodes de 20 ans qui se succèdent, et la dernière, le 4e tournant, elle se termine généralement par une guerre, enfin du moins une grosse crise économique et une guerre mondiale. On est quasiment dedans, et ça se termine autour de 2028 à 2030, ce cycle-là, aligné avec le cycle des USA et l'US dollar qui arrive en fin de règne. Et en fait, on risque de connaître dans la fin de cette décennie on appelle ça un changement d'ordre mondial. C'est Ray Dalio qui l'explique très bien, ça. Il a une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, qui est en français, si besoin. Et en fait, ça va te démontrer qu'il y a une superpuissance qui est en déclin et une autre qui a su mettre en avant d'abord son éducation, puis son innovation et du coup sa force économique qui vient dépasser la puissance économique. Et dans le passé, on a eu l'Empire français, puis britannique, puis hollandais, enfin je ne sais plus dans quel ordre c'était, puis les USA, et maintenant peut-être les BRICS qui viennent dépasser avec leur propre monnaie de réserve. Les BRICS, d'ailleurs, leur monnaie est backée par de l'or et du Bitcoin. Bitcoin, je savais pas. L'or, je savais, mais Bitcoin, je savais pas. On a appris récemment qu'il y aurait du Bitcoin qui allait backer. Je ne sais pas, ouais. Mais on a appris récemment qu'il y aurait du Bitcoin qui allait backer leur monnaie commune. Contrairement au dollar qui est sur la confiance. Ouais, depuis la fin du gold standard en 1971, oui. Là, il y a eu une entourloupe gigantesque à ce moment-là où, en fait, j'ai essayé de resynthétiser l'histoire du dollar. On ne pensait pas partir de ce côté-là, mais on verra. En vrai, ça sera long, mais du coup, ça te plaira, je pense. En vrai, c'est passionnant et c'est hyper important de comprendre ça. Quand le dollar, au début, l'or était la monnaie de réserve et il existait déjà le dollar, mais à un moment donné, il me semble que c'est donc pendant les guerres mondiales, la plupart des États européens envoyaient leur or aux USA pour le sécuriser dans des coffres, notamment à Fort Knox. Et les USA donnaient du dollar en échange de cet or, en disant, le jour où vous voulez récupérer votre or, vous nous rendez vos dollars, on vous rend votre or. Et à un moment donné, les États commençaient à redemander beaucoup de leur or en ramenant du dollar. Et les USA se sont trouvés dans une phase où ils ne pouvaient pas rembourser tout le monde parce qu'en fait, ils avaient triché. Et ils avaient créé de l'inflation. Ils avaient donné plus de dollars qu'ils n'avaient d'or en réserve. Du coup, à un moment donné, Nixon a fait une présentation à la télé en disant pour la sécurité du citoyen américain, il est préférable qu'on se détache de l'or, blablabla, pour masquer la chose. Et donc à ce moment-là, ils ont dit on garde l'or, gardez les dollars, le gold standard est fini. Et à partir de là, ça a été la débandade. On a imprimé à fond. D'ailleurs, il y a un graphique qu'on montrera où on voit que depuis 70, l'inflation du dollar, elle a été gigantesque et que le dollar, il a perdu 99% de sa valeur depuis. Imagine. Et pendant le Covid, on est passé de 15 000 milliards de dollars en circulation, donc ça c'est la masse totale, à 21 000 milliards en 2 ans. Donc on a imprimé 50% des dollars qui existaient en circulation.
Donc on a dévalué d'autant la devise et toutes les autres monnaies du monde en fait. Et c'est pour ça que tout le monde a perdu autant de pouvoir d'achat, c'est pour ça que les prix ont autant augmenté, puisque l'inflation en fait, comme on nous le dit dans les médias, c'est pas l'augmentation des prix, c'est en fait la dévaluation monétaire qui indirectement fait que les prix sont plus chers, parce que vu que le papier a moins de valeur, il en faut plus pour payer la même chose. Pour revenir à ce que tu disais au départ, là, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'il va y avoir plus de dollars en circulation, justement. Quel impact ça a directement sur le marché des cryptos? Alors, en général, donc, les cryptos, c'était un peu particulier parce que depuis que Bitcoin existe, donc 2009 jusqu'à 2020, il évoluait dans un contexte macro qui était sain. C'était une pleine croissance économique. Donc il y avait de l'inflation, mais qui était maîtrisée. Parce qu'il n'y a pas assez de capitalisation pour qu'il soit impacté par le marché traditionnel? En fait, c'est juste que en macro, tout allait bien. Les marchés étaient en hausse, pleine croissance économique. Du coup, au milieu, Bitcoin, il faisait ses cycles de 4 ans tranquille. Il n'était pas dérangé par ça. Sauf qu'au dernier bear market, ça a été aligné en fait avec la crise économique et resserrement des taux, etc. Donc maintenant, depuis ce cycle, dans les analyses, on regarde aussi ce qui se passe en macro. Et on sait que, évidemment, le marché crypto partira d'autant plus à la hausse quand il y aura de l'impression monétaire. Donc là, si je peux montrer, on partagera mon écran. Tout comme ça l'a aidé à pousser pendant la période Covid. Exactement. Bah ouais, il y avait énormément d'inflation, donc il a rebondi hyper vite. Qu'est-ce qui, selon toi, dans l'explosion qu'on a eue pendant le Covid, donc je sais pas, toi tu as les chiffres, mais le Bitcoin est passé quoi, peut-être de 20-25 000 dollars à 58 000 dollars, 69 entre 2020 et fin 2021. Voilà, en fait, c'était toute fin 2020, décembre à mars, donc fin mars ou début avril. Ça a été vraiment court cette accélération. Il y a eu une belle correction au milieu de cette phase de bull market, puis une relance pour revenir à 70 000 dollars. Et sur cette hausse qu'on a eue, tu penses en proportion, qui était responsable? L'inflation, en grande partie, ou le cycle du Bitcoin qui arrivait à ce moment-là vers une hausse? C'est une très bonne question. En fait, il y a deux facteurs et tu as les deux réponses dans ta question. Le premier, c'est le cycle qui, comme on le voit, quoi qu'il se passe, en fait, suit son cours. Il est accéléré, chamboulé, suivant ce qu'on voit en termes de macro, en termes de news, etc. Mais il suit son cours. C'est pour ça qu'actuellement, quoi qu'il se passe, on attend de voir une fin de cycle en 2025. Et il y a un point très important que tu soulèves, c'est que le cycle dernier, il était drivé par ce qu'on appelle le retail, donc les investisseurs particuliers. C'est-à-dire que tout l'argent qui était injecté dans le Bitcoin le cycle dernier, c'était les particuliers. Et du coup, toutes les subventions, j'ai plus le terme en anglais, mais bref, les chèques d'État qu'on a reçus, voilà, les chèques que recevait chacun, il y en a beaucoup qui partaient dans les marchés à risque et dans les crypto-monnaies. Et dans l'immobilier aussi, on l'a vu. C'est pour ça que les marchés ont bien poussé. Et du coup, c'est là qu'il y a un point important à soulever, c'est que le cycle actuel, c'est l'inverse. C'est pas le retail, ce sont les institutionnels qui font le marché jusqu'ici. C'est-à-dire que tout l'argent qui est rentré dans le marché aujourd'hui, c'est l'argent de ce qu'on appelle la smart money, l'argent intelligent, des gros fonds qui viennent acheter Bitcoin avant qu'ils partent trop en flèche. Okay. Et le retail n'est pas encore là. Je le montrerai sur des graphiques après. C'est-à-dire qu'on a encore une grosse croissance à espérer dans nous. Donc là, du coup, tu me parlais de cet argent qui allait arriver sur le marché. Donc, bonne nouvelle plutôt pour le marché des cryptos. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Après, je peux faire une petite analyse de marché avec les graphiques que j'ai en analyse on-chain, etc. Donc, des choses qui sont intéressantes. Donc, on partagera mon écran en direct. Je montrais déjà la masse monétaire en circulation. Donc là, j'ai zoomé sur l'état actuel et on voit un début de relance, donc un début d'augmentation de cette masse monétaire. Donc ça, c'est vraiment positif pour nous. Ce qu'il faut bien comprendre, et il y a deux indicateurs qu'on pourra montrer, c'est que le prix de Bitcoin et celui d'Ethereum sont directement parallèles en fait avec la quantité d'argent en circulation. Donc c'est pour ça que plus la masse monétaire augmente, évidemment, plus les marchés pousseront. Alors, en termes d'analyse on-chain, ça c'est une méthode que j'utilise beaucoup à titre personnel, qui est assez méconnue des investisseurs crypto et même de tous les analystes qu'on voit sur YouTube. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de voir ce qui se passe en arrière-plan de la blockchain. Là, on étudie surtout la blockchain Bitcoin. Donc, la blockchain, c'est un livre ouvert. On peut observer tout ce qui se passe, on voit toutes les transactions et du coup, on comprend ce que font tous les acteurs, les petits, les grands, les anciens, les nouveaux, les baleines, etc. Et en fonction des dynamiques, on arrive à comprendre où en est la psychologie du marché, si on est plutôt en bas de cycle, en haut de cycle, et qu'est-ce qui peut se passer à long terme ou à court terme. Donc je vais donner une liste d'indicateurs, et notamment par rapport à la psychologie dans un premier temps. Cet indicateur-là, qui représente les pertes et profits non réalisés, démontre avec un code couleur clairement où en est la psychologie. On voit qu'on oscille entre des phases de capitulation en rouge, en bas de cycle, et des phases d'euphorie en bleu, en haut de cycle.
en l'état actuel, on a touché récemment une phase d'espoir, donc qui n'est pas en euphorie, mais qui est juste avant, parce qu'on est venu toucher les niveaux de plus haut connus. On a été à 73 ou 74 000 dollars, 73 000 dollars avec Bitcoin, alors que le plus haut est à 69. Donc forcément, l'intérêt est là, la psychologie augmente aussi. Toi, tu as la tête sur Glassnode, moi j'ai la tête par les équipes, dans les messages Instagram, Facebook, mail, etc. Et ça a été au jour près exactement ça en termes de messages, de demandes, de commentaires sur YouTube, de demandes sur des vidéos crypto. Ça fait un an et demi qu'on fait des vidéos sur les cryptos. On a déjà même fait des pubs, des informations qu'on donne aux participants. Rien. Le désert, pendant que nous, en ce moment, on est en train de racheter. Ouais. Et à ce moment-là bien précis, cet espoir, comme tu dis, ça a été des vagues de messages. C'est impressionnant. On parle beaucoup de psychologie de masse. Et on a beau faire des vidéos, et même dans les formations, les gens qu'on accompagne à réexpliquer cette psychologie. Les gens peuvent dire, oui, j'ai bien compris la psychologie. Mais okay, ils passent pas à l'action. Mais dans les faits, ça se passe toujours de la même manière, en fait. C'est fou. C'est vrai qu'on s'est donné beaucoup de mal à essayer de sensibiliser un max de personnes pendant ces 2 années qui viennent de passer pour faire rentrer un maximum de personnes au meilleur YouTube moment. Game, aujourd'hui, tu trouves plein d'informations sur les cryptos, etc. Et à un moment, je me dis, les gens, on parle quand même beaucoup de cette psychologie. Je dis, aujourd'hui, c'est facile à trouver les infos. Non, en fait, ça se passe encore de la même manière. Donc, est-ce que notre monde est voué, finalement, même avec toutes les connaissances et la rapidité avec laquelle, on parle d'économie de connaissances, comme dit Aberkan, à la rapidité avec laquelle se transfère la connaissance, est-ce qu'un jour on aura un monde qui ne sera plus moutonnier? Est-ce que ça peut exister? Je pense pas, parce que on voit même la société la plus développée qu'on puisse avoir. Je pense pas, parce que tous les marchés suivent clairement des phases psychologiques qui se répètent, et les cycles de 4 ans sur Bitcoin, c'est toutes ces phases psychologiques qui se répètent. Et il y a un truc assez flagrant que tu peux regarder, tu superposes le graphique de la bulle Internet avec le graphique de Bitcoin. Ça hausse en 2017, ça descend en 2018 jusqu'à son bottom. C'est exactement au rebond près la même charte. C'est là que tu vois que la psychologie, ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on l'étudie de près. Et d'ailleurs, donc, aparté, c'est pas trop tard aujourd'hui d'entrer sur le marché. On a la chance de connaître une belle correction, on en parlera juste après. Donc, on se donne encore beaucoup de mal à essayer de sensibiliser un max de personnes pour rentrer sur le marché. C'est pas trop tard. Pardon, je t'ai coupé, donc tu me disais qu'on arrive à une phase, d'espoir. On a touché un peu l'espoir. Exactement, donc on a en fait touché une phase d'espoir, et on est en train de redescendre la psychologie des gonfles. Donc ça fait du bien dans cette correction qu'on voit actuellement. Il y avait besoin de faire un reset du sentiment pour que le marché puisse continuer sainement. Si le marché part tout le temps, enfin si le marché monte trop vite, trop haut, eh bien, on va raccourcir le cycle de 4 ans et on va connaître un sommet trop tôt, et finalement ça va biaiser en fait ce qu'aurait dû faire le cycle. Donc c'était nécessaire cette correction, et on est content qu'elle arrive parce qu'on est prêt à recharger. Tu me diras dans les commentaires si tu es rentré sur le marché là les 2-3 derniers mois, au moment où on a touché le top et on l'a dépassé. Est-ce que tu es rentré à ce moment-là? Comment tu te sens aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui tu dois être en perte de 10, 15 voire 20%. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as retiré? Est-ce que tu t'es dit finalement les cryptos c'est pas pour moi? Donne-nous ta psychologie, ça permettra de toucher du doigt un peu. Et justement, il va falloir bien savoir s'analyser là, parce que, ok, Bitcoin n'a corrigé que de 20%, ce qui est fait par rapport habituellement dans un bull market, il fait plutôt des corrections de 38% en moyenne. Et quand il fait ça, comme on l'a vu récemment, les altcoins ils perdent 50 à 80% avant de consolider et de rebondir. Et c'est ce moment où les gens paniquent et revendent à perte. Et en fait, c'est les moments où il faut s'auto-analyser, comprendre que le marché, c'est un mécanisme qui est fait pour faire perdre un maximum de personnes et secouer les émotions au maximum. Il faut être capable de comprendre qu'on veut nous tirer vers une capitulation. Et le moment où tu as envie de vendre et ça te prend au trip et ça te stresse, tu peux être sûr que si tu n'es pas préparé, tu vas cliquer sur vendre. Et ça va rebondir le jour même. Et en général, à ce moment-là, ça rebondit le jour même. Ça remonte après. Ce moment-là, il faut se dire, j'accumule, j'en prends plus, plutôt que de vendre à perte. Ouais. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Tu es responsable de tes investissements. Et seulement, tu en prends plus seulement si tu t'es réservé une part de ton patrimoine pour ça. Exactement, c'est ce que je fais pour moi. Alors, il y a un autre moyen finalement de regarder cette psychologie. Donc là déjà on voit que ça dégonfle à court terme, c'est une très bonne chose. Et j'ai un indicateur qui compile en fait la psychologie des investisseurs à court terme, des investisseurs à long terme et la globalité des investisseurs. Et en fait cet indicateur, comme tu vois sur mon écran, il te montre précisément les sommets de cycle et les bas de cycle. Donc c'est un indicateur un peu secret. Et on voit qu'on a connu un petit peu d'euphorie récemment, mais on est loin des niveaux extrêmes qu'on a pu connaître au sommet dernier en 2021 ou en 2017. Donc niveau psychologie, tout va bien. On est loin du sommet de cycle. Maintenant, qu'est-ce que font les acteurs du marché? Alors ça, c'est des choses qu'on aime bien voir parce qu'on a envie de comprendre ce que font chacun. Donc là, je montre ce que font les baleines. Donc les baleines, c'est les très très gros investisseurs, c'est ceux qui ont plus de 1000 bitcoins sur leur portefeuille.
on a vu qu'ils ont, depuis le bottom du cycle, accumulé doucement. Et le jour où il y a eu la nouvelle des ETF, on en parlera après dans les news, il y a eu une accélération phénoménale sur la quantité accumulée des baleines en Bitcoin. Donc une énorme poussée. C'est marrant, je me serais dit par réflexe qu'ils auraient celle de news, tu vois, qu'ils auraient vendu à ce moment-là. Et ben en fait, c'est vrai que on aurait pu penser à ça. Alors il y a eu un espèce de sell de news par le retail. Le prix a corrigé doucement, mais il a vite rebondi parce que justement les baleines accumulaient. C'est pour ça que c'est bien de savoir ce qui se passe en arrière-plan pour pas prendre des décisions en allant à l'inverse de ce que font les gros. Une fois qu'on a atteint 73 000, les baleines ont pris des profits. Elles ont pris des profits et donc évidemment elles ont fait depuis le moment où elles sont rentrées, elles ont fait un fois 2,5. Donc elles, ça leur suffit large vu les volumes qu'elles tradent. Et jusqu'à ce que donc elles ont pris des profits jusqu'à ce que BTC revienne à 66 000 $. Et elles ont commencé à réaccumuler déjà. À partir de 66 000 $, ça veut dire que pour elles, évidemment, le cycle n'est pas fini. Elles voient beaucoup plus long terme. Elles ont compris que Bitcoin, c'est un investissement à 10, 20, 30, 50 ans. C'est la meilleure réserve de valeur au monde. Elles veulent absolument en détenir aujourd'hui. Cet outil qu'il a, Glassnode, c'est un outil qui coûte plus de 1000 ou 1200 $ je crois par mois. Ouais, la version tier 3, c'est 800 $ par mois. Glassnode, en fait, c'est marrant, Glass comme les lunettes. Moi, je vois ça un peu comme si tu vas en pleine mer à 2h du matin, en plein océan, tu vois pas ce qui se passe sous tes pieds, tu flippes. Et ben imagine que là, tu as des lunettes qui te permettent de voir même jusqu'à 2 km de profondeur, 360 degrés, sous l'eau, d'analyser chaque animal et de te dire ok, je suis en sécurité, il n'y a rien de dangereux. Pour moi, Glassnode, c'est ça. Et à partir du moment où tu vois exactement tout ce qui se passe, et c'est le cas avec ça, tu es beaucoup plus rassuré et donc tu comprends les comportements. Enfin, c'est un outil que je trouve c'est marrant, c'est incroyable. exactement la métaphore que j'ai donnée dans la V2 de Réussir en crypto. Ah ouais, où j'expliquais que j'ai pas vu ce passage encore. quand t'as pas Glassnode, tu vois la surface de l'océan et tu vois les vagues, tu subis les vagues. Ce Glassnode, ça te permet de voir sous la surface comment il y a du relief, comment ça crée des vagues et comment les baleines et les petits poissons réagissent en ces moments-là. Là, c'est dingue comme outil. C'est exactement ça. Du coup, les baleines, là, actuellement, accumulent doucement. Donc ça, c'est positif. Ensuite, il n'y a pas que les baleines. Il y a d'autres classes d'acteurs et il y en a une qu'on observe spécifiquement un peu dans toutes les phases du marché, c'est ce qu'on appelle les hodlers ou les long-term holders. Donc ce sont les détenteurs de Bitcoin qui en possèdent depuis plus d'1 an. Donc comme on voit sur mon graphique là, généralement ces personnes, elles accumulent dès la descente jusqu'à ce que le prix vienne toucher son plus haut connu, donc 70 000 $ dans ce cas-là, et quand le prix touche son plus haut connu, ils commencent à décharger. Ils commencent à prendre des profits parce qu'ils sont rentrés tôt et ils réalisent leurs profits. Et on voit que récemment, ils ont commencé à prendre des profits donc, sur le sommet dernier, mais qu'actuellement, ils se calment et ils se stabilisent. Donc, on n'a pas trop de danger à ce niveau-là. C'est normal de les voir commencer à vendre un petit peu. Évidemment, ils se sécurisent un minimum. Et la troisième classe d'acteurs qu'on va surveiller, c'est les mineurs. Donc, les mineurs, ce sont ceux qui créent des bitcoins en résolvant des transactions, enfin en résolvant des équations compliquées pour valider les transactions sur le réseau. Eux, quand ils résolvent ces équations, ils sont payés par le protocole en bitcoin. Et après, ils ont un choix. Soit ils les vendent pour finalement être rentables, donc réaliser des gains parce qu'ils ont payé de l'électricité et des machines pour miner. Soit ils les conservent parce qu'ils estiment qu'ils ont assez pris de profit, ils ont de la trésor et le prix va monter. Et ben actuellement, on voit qu'ils ont pris beaucoup de profit sur la dernière grosse poussée et que ces jours, donc là aujourd'hui on est début mai, ils ont arrêté de vendre et qu'ils sont en train d'accumuler les bitcoins qu'ils minent. Donc ça, si, c'est positif. Donc en fait, en termes de dynamique, les classes d'acteurs, ils sont positifs. Ils sont, enfin, les classes d'acteurs qui nous importent, la smart money, elle anticipe une hausse. Alors, tout ça, ça vient nous justifier le fait que, à l'heure actuelle, on est, à mon sens, et d'après les indicateurs que j'ai, encore loin du sommet de cycle. D'une part, en termes de timing, parce que généralement, le cycle dure 4 ans et qu'on est censé voir une fin de cycle fin 2025, ça peut être plus court. Donc, c'est impossible sans indicateur de comprendre quand on est en sommet de cycle. Et nous, en fait, on va timer des fenêtres de temps grâce à tous nos indicateurs dans lesquels on va vendre par palier. Tous ceux qui visent un multiple ou une cible de prix, en général, ils se plantent parce que c'est impossible de deviner à quel prix va s'arrêter Bitcoin et les crypto-monnaies. On veut savoir où on est la psychologie, ce que font les acteurs et du coup, dans quelle fenêtre de temps on est dans cette phase optimale où il faut revendre. On appelle ça une phase de distribution. Si vraiment on est débutant, on n'a pas envie d'y passer du temps, en fait, on regarde ce que font les plus gros acteurs et les acteurs les plus intelligents et limite, on les copie. On a plus de chances si on regarde vraiment les choses basiquement, on a plus de chances que de le faire. Tu pourrais, mais le problème, c'est que les gros acteurs, ils anticipent vachement les sommets. Donc en fait, si tu commences à vendre quand ils vendent, généralement, tu es à 1x3 du sommet. Ok. Donc si tu n'as que ça suffit pas. Ouais, d'accord. Donc en on-chain, j'ai plein d'autres indicateurs, je vais en montrer quelques-uns juste après. Là, je montre
la psychologie, enfin, comment dire, un cycle psychologique, comment il se déroule. Il y a 4 grandes phases dans un cycle, et moi, je découpe même en 5 phases dans les crypto-monnaies, c'est ma méthode à moi. Il y a une première phase en bleu ici sur le graphique qui s'appelle la phase d'accumulation, où là, l'objectif, c'est d'accumuler un maximum de Bitcoin. Il y a une deuxième phase qu'on appelle la relance. On est dans cette phase-là où Bitcoin accélère, les altcoins de qualité se réveillent. Cette phase, elle se termine par une grosse correction. On appelle ça la première grosse correction. On est en plein dedans aujourd'hui et c'est la dernière chance d'accumuler des cryptos de qualité. C'est là où on veut racheter des altcoins. Du Bitcoin, Ethereum et des altcoins. C'est ce que je fais pour moi. Toi, dans cette période, tu achèterais plus des altcoins que du Bitcoin? J'achète les deux parce qu'en fait, il y a plusieurs stratégies. Moi, j'ai plusieurs portefeuilles. Il y en a un, c'est de l'épargne long terme où je focus Bitcoin, Ethereum. Et en sommet de cycle, je revends mes Ethereum et je garde les Bitcoins avec une vision à 10, 15, 20 ans. Parce que je sais qu'à un moment donné, il vaudra plusieurs millions de dollars. Et il y en a deux autres avec des altcoins. Un très risqué et un moins risqué, un beaucoup moins risqué, où là, je fais des analyses très poussées pour choisir mes altcoins. Et ces altcoins-là, je les rachète maintenant. En plus de Bitcoin et Ethereum. Donc, il y en a une liste qu'on donne à nos membres quand on fait des lives, ou même toutes les semaines, j'étudie. On t'a fait une vidéo avec quelques altcoins sympas qu'il est en train d'analyser. Elle est sortie il y a peut-être 3 semaines, un mois. On te la met juste ici, tu iras jeter un œil. Sur l'IA, on avait étudié la tokenisation. Donc là, on est sur mon graphique, je le montre. Là, on est dans la grande correction qu'on attendait vraiment pour pouvoir réaccumuler des altcoins. Et après cette correction, donc on est dans la fin de la deuxième phase, le Bitcoin se relance, les altcoins aussi. Et à partir du moment où Bitcoin perce pour de bons son plus haut connu, donc quand il va bien dépasser 70-73 000 dollars, on va rentrer dans la troisième phase que j'appelle l'accélération. Dans cette phase-là, Bitcoin part de manière parabolique jusqu'à aller trouver son sommet de cycle. Et dans cette phase parabolique, les altcoins aussi deviennent paraboliques, les altcoins de qualité. Et la majorité des altcoins bougent au moins un petit peu. Après cette phase d'accélération, on arrive dans la quatrième phase qui s'appelle la saison des altcoins, l'alt-season en anglais, où là, c'est quand Bitcoin a déjà trouvé son sommet, il consolide. Et là, les altcoins sont verticales et font limite x2 tous les jours. Et même les altcoins qui sont pourris, qui n'ont pas de fondamentaux, ils sont aussi verticaux. Pleine bulle. Voilà. Et ça, c'est la bulle. C'est vraiment la phase d'euphorie. Et nous, notre intérêt, c'est d'essayer de vendre entre la fin de la phase d'accélération et l'alt-season. Et on a après une cinquième phase qui s'appelle donc l'éclat de la bulle, enfin que j'appelle l'éclat de la bulle, où là, on a des indicateurs qui nous démontrent quand elle vient de passer, quand on vient de voir le sommet, qui nous permettent de finir de vendre. Donc, en l'état actuel, on est dans la dernière chance de rentrer de façon optimale sur le marché. Après, sur les prochains mois, il y aura toujours des altcoins extrêmement qualitatifs. L'accumulation, il reste encore cette phase aujourd'hui. Voilà, mais en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nous, on analyse 5 projets par semaine. Et donc, t'imagines, toutes les semaines, il y a, entre guillemets, 5 opportunités de crypto à saisir. Donc, même dans la suite du cycle, en fait, il y aura des super multiples à faire. Mais il faut savoir prendre les bons actifs au bon moment, quoi. Donc, loin du sommet vu sous la psychologie, là, je montre des exemples d'indicateurs que j'ai sur Glassnode. Qui sont ce qu'on appelle les indicateurs bornés. Donc là, dans mon exemple, il y a, alors si ça veut bien montrer, voilà, donc le réserve risque, le Rodel ratio, le MVRV score, le multiple POEL, donc c'est, je ne vais pas détailler, mais grosso modo, c'est des indicateurs qui sont bornés, où on nous trace une zone d'accumulation en vert et une zone de distribution en rouge, et on voit qu'on est à mi-chemin entre les deux zones. D'après tous ces indicateurs qui montrent en fait les dynamiques dans le marché, ce que font les acteurs, les petits, les grands, etc. Et du coup qui vient nous montrer qu'on est encore loin du sommet à ce niveau-là. Ensuite, un autre indicateur que j'aime beaucoup montrer parce qu'il parle beaucoup aux débutants, c'est le niveau d'attention du retail. Donc en fait, à quel point la masse est consciente que les cryptos partent en flèche et s'y intéresse. Et il y a un indicateur qui est le nombre de nouveaux abonnés quotidiens sur les chaînes YouTube crypto, donc les plus grosses. Et sur cet indicateur, on voit que au dernier sommet, tout le monde est arrivé dans les 4 derniers mois. Le niveau d'attention était à son pic, alors qu'il n'y avait personne jusque-là. Ensuite, dès que le marché a commencé à corriger, tout le monde est parti. Il y a eu un regain d'intérêt quand Bitcoin est revenu vers son plus haut sommet. Et après, plus personne dans la descente, bear market, personne. Il y a eu un petit pic d'intérêt récemment quand Bitcoin était à 70 000, mais il a vite dégonflé et il était à un tiers du pic qu'on a connu au sommet dernier. Donc, ça veut dire que le retail n'est pas là. Comme je te disais, c'est les instituts qui achètent, le retail n'est pas là. Donc, il y a encore une énorme croissance à aller chercher en termes de capitaux. Et un dernier point pour justifier qu'on est encore loin des sommets, c'est que on commence à peine à voir la quantité des capitaux frais rentrer sur le marché. Avant, c'était les capitaux qui étaient déjà dans le marché qui se recyclaient. Et là, on voit, en fait, grâce à l'indicateur que j'ai sous les yeux, que la quantité de stablecoins en circulation augmente. Ça veut dire qu'il y a de l'argent nouveau qui arrive dans le marché
qui est d'abord converti en USDT, USDC, etc. Donc des stablecoins qui gardent une valeur fixe d'$. Et après qui sont recyclés dans Bitcoin ou autre chose, plutôt convertis. Et quand en fait cette quantité augmente, on sait qu'on rentre dans la phase de le réveil, ou de la relance, et jusqu'à arriver à des pics comme on voit ici sur le cycle dernier, des pics d'afflux massifs de capitaux dans le marché pour créer une bulle. Donc on est encore loin des sommets. Et du coup, ce qui nous intéresse maintenant, c'est à court terme. À court terme, ok, je rentre tout de suite, j'attends un peu, comment je fais? Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer à court terme? Déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que là, je suis en train de montrer la quantité de Bitcoin et d'Ethereum qui sont en circulation, enfin plutôt qui sont sur les échanges type Binance, Kraken, Crypto.com, etc. Et on voit que depuis le sommet du cycle dernier, ça descend fortement et encore plus récemment. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de Bitcoin et d'Ethereum disponibles sur les échanges, mais de plus en plus de gens qui en veulent. Donc, on va arriver à ce qu'on appelle un choc d'offres. Énormément de gens en veulent. Il y en a de moins en moins sur les échanges. Les gens vont se battre pour avoir du Bitcoin, donc les prix vont monter en flèche. Ok. Et en plus de ça, on en a parlé récemment, il y a eu le halving. Ça allait être ma question en termes d'actualité, on est en plein dedans. Voilà, donc le halving qui a eu lieu mi-avril, qui fait que du jour au lendemain, les mineurs sont payés 2 fois moins par le protocole Bitcoin pour résoudre des équations. Et donc valider les transactions. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, si on diminue la quantité de Bitcoin mise sur le marché, eh bien, les gens vont se battre pour encore moins de Bitcoin. Donc ça fait un choc d'offres encore plus fort et on estime que sous peu, on aura 20 fois plus de demandes que d'offres. Donc ça peut créer un énorme choc d'offres et généralement, cet effet du halving, il est différé. On voit généralement 2 mois de consolidation après le halving et après ces 2 mois, on voit enfin l'accélération de Bitcoin. Justement, toi qui étais dans l'analyse, que ça fait déjà plus d'un mois et demi que je suis à Bali avec toi, donc j'ai suivi comment tu as analysé, etc., le halving. Qu'est-ce qui s'est passé les semaines avant le halving, je vais dire 2-3 semaines avant, et qu'est-ce qui s'est passé là juste après? Eh bien, il y a eu ce qu'on a vu au dernier cycle. Il y a eu une correction, donc un espèce de, comme tu dis, de sell the news. Donc sell the news, ça veut dire qu'on Avant va, déjà le halving. voilà, ça veut dire qu'on va acheter en anticipation de cet événement et le jour où l'événement arrive ou juste avant, on va vendre. Et c'est principalement la smart money, donc les investisseurs, les gros et les investisseurs expérimentés qui vont vendre aux nouveaux, qui eux voient partout écrit le halving sur les médias qui sont là pour manipuler les marchés. Et qui vont acheter en fait à ces investisseurs expérimentés. Est-ce que cette correction n'a pas lieu de plus en plus tôt au fur et à mesure des cycles, étant donné qu'on est de plus en plus informé et que les médias en parlent de plus en plus? Alors, j'ai envie de te dire non, mais je vais vérifier en même temps que je te parle. Alors, revenons après la pub. Alors, si on regarde les cycles, parce que je ne veux pas dire de bêtises là-dessus, c'est important. En 2021, alors il y a eu le halving, il y a eu une consolidation autour du halving, ça a été vraiment un gros range, donc ça a été pendant. Il y a eu une première correction la semaine avant, relance la semaine du halving, correction la semaine d'après, et on a fait une grosse accumulation. Ok, en 2017, alors c'était en 2016, pardon, le suivant, on a eu 2 semaines avant une grosse correction, rebond sur le halving, et une correction encore plus forte pour finir après le halving, donc ça ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui. Et si je t'en donne un dernier, 2012, ça a été une espèce de consolidation. C'était assez plat. Donc en fait, il n'y a pas de règle exacte. C'est juste que aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup plus d'attention sur le marché, évidemment, on peut manipuler les masses sur cet événement. Voilà grosso modo pour. Donc là, on a eu une petite correction quelques semaines avant le halving, donc un sell de news qui a été bien anticipé. Le jour du halving, il s'est rien passé de spécial? Alors, le jour du halving, il y a eu. La veille du halving, il y a eu une petite relance, très courte, mais une rechute derrière. Mais ça, en fait, là, si tu veux, le halving sol, il est très dur à utiliser comme événement. En fait, moi, j'utilise une méthode qui s'appelle. Enfin, une méthode de cycle. Le Bitcoin suit des cycles micro de 60 jours environ, des cycles un peu plus grands de 24 à 28 semaines environ, et le cycle de 4 ans. Et en fait, ces cycles de 24 à 28 semaines, dans le cycle de 4 ans, ça crée des grandes paraboles. Et dans ce grand cycle hebdomadaire, il y a les cycles daily qui, dans ces grandes paraboles, vont créer d'autres petites paraboles. Et on se sert de ça pour plutôt timer les mouvements à court terme. C'est un peu plus pointu, mais une fois que tu l'as en visu, dans le report par exemple que je donne aux membres sur crypto, tu comprends, tu arrives à anticiper en fait ce que tu peux attendre à court terme. Et donc là, on savait qu'on devait anticiper un creux autour de mi-mai. Donc on n'y est pas encore au moment où on fait ce podcast. Mais nous, on était très clair sur le fait qu'on devait voir une correction.
et qu'elle allait arriver dans cette fenêtre de temps ici. Ok, très bien. T'attends quoi comme correction ça te concerne que toi et ton avis, ou en tout cas les analyses globales. Attendent quoi comme correction là dans le mois à venir, les 2 mois à venir? Alors, déjà, en termes de cible, il y avait un niveau de support que je surveille depuis plusieurs mois déjà, c'est les 52-53 000 $ pour Bitcoin et environ 2500 à 2650 $ pour Ethereum. C'est des niveaux sur lesquels j'ai des ordres d'achat depuis longtemps. J'espère que ça va les toucher. On ne peut pas avoir de Tu m'as dit certitude d'en mettre il y a sur... 2 jours. Voilà. Je n'ai pas de certitude sur le fait que le prix va y aller, mais il y avait 2 scénarios récemment, c'est ce que je montre sur mon écran là. Il y avait la consolidation, où on restait autour des 58 à 63 000 $. Donc on peut être encore là-dedans. Ou le fait qu'on fasse une correction normale dans un cycle haussier, où là on aille faire un retracement, où on redescende sur ce qu'on appelle le premier arrêt, et on va s'appuyer sur les 52-53 000 $. Ça, c'est ma cible d'achat. Ça peut aller plus bas, mais en fait, il y a des indices à court terme qui nous disent que le marché pourrait rebondir finalement plutôt que ce que la plupart des gens espèrent, parce que quand on regarde ce qu'on appelle les marchés futurs, donc là, c'est encore une méthode d'analyse pointue. Je vais essayer de faire simple, mais aujourd'hui, d'ailleurs, je viens de faire la V2 de cette partie dans l'investissement crypto, c'est passionnant en fait. Aujourd'hui, il y a 68% du volume de trading sur Bitcoin qui est issu non pas du marché au comptant qui s'appelle spot en anglais, donc celui qu'on utilise nous où on achète du Bitcoin, on le détient tout de suite, mais ça vient des marchés dits dérivés. Les marchés dérivés, c'est plein de marchés qui permettent de parier sur un prix futur de Bitcoin, donc c'est ce qu'utilisent les traders quand ils rentrent dit en long ou en short, donc ils parient à la hausse ou à la baisse avec du levier ou non, etc. Et en fait, le fait que les marchés dérivés représentent une grosse partie du volume de trading, et ben, ça a un impact énorme sur le prix de Bitcoin parce que le prix sur les marchés dérivés, donc là, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle les marchés perpétuels. Je rentre pas dans les détails. Ce prix-là, il diffère du prix du marché au comptant. Et il s'éloigne en fait au-dessus ou en dessous. Et en fait, il va tirer le prix au comptant. Si sur les marchés dérivés, enfin sur le perpétuel, on est plus haut, le marché spot va aussi monter parce que le marché spot, voyant les traders étant optimistes, ils vont parier à la hausse, enfin ils vont acheter du Bitcoin. Et on peut suivre et analyser le sentiment des traders sur le marché des perpétuels, qui est le marché principal sur Bitcoin. Et les phases où les traders sont pessimistes, elles sont très très courtes, elles arrivent très rarement, et quand elles arrivent, généralement on voit un creux et un rebond. Et en l'état actuel, aujourd'hui, on a... Tu dirais que les marchés futurs impactent les marchés spot? Grandement. Ok. Ouais, grandement. Et dans les marchés futurs, les marchés dérivés, et dans les marchés dérivés, le marché perpétuel, ça représente 90% du volume. C'est pour ça que c'est celui que j'étudie moi. Donc, là, c'est un indicateur que je montre sur mon écran, c'est ce qu'on appelle le taux de financement. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ce taux de financement, quand il est négatif, généralement, c'est très très court. Et c'est là où le prix rebondit, comme on peut voir sur mon écran. Et donc là, vu qu'on a des pics de sentiments négatifs de la part des traders, eh ben, ça peut créer ce qu'on appelle une liquidation des shorts. En anglais, on appelle ça un short squeeze. Tous ceux qui parient à la baisse, quand ils parient à la baisse, ils créent des zones de liquidité. C'est des endroits où si le prix vient dans ces zones, ça liquide les positions des shorts. Ça leur fait perdre de l'argent et c'est là que les gros gagnent d'argent. En fait, qui peut descendre assez bas. À partir du moment, si on a un moment où on accumule beaucoup trop de zones de liquidité, enfin de liquidité en haut, au-dessus du prix, donc généralement c'est au-dessus du sommet, donc là c'est autour de 73 000 $ qu'il y a beaucoup de liquidité, que le sentiment est trop négatif en même temps, eh bien il suffit qu'un gros acteur mette un gros ordre d'achat sur Bitcoin sur le marché au comptant pour que ça fasse une grosse bougie verte qui démarre un mouvement haussier, et en fait ça va faire une cascade de liquidation qui vont venir liquider tous ces traders les uns après les autres, et c'est des mouvements très brusques qui surprennent. Et ceux qui ont mis des stop loss, ça va, ils perdent pas trop, mais ceux qui n'en ont pas mis, ils se font liquider, le prix monte très vite, très fort. On va mettre pas mal de définitions de termes en dessous. Si t'es pas trader et t'es pas familier à ce jargon, grosso modo, super intéressant. Voilà, ceux qui se protègent, ils perdent très peu. Dans les traders qui parient à la baisse, si le prix monte, ils ont un ordre de revente automatique qui peut les protéger. Ceux qui n'ont pas ça, la plupart des gens débutants, ils mettent du levier, ils comprennent pas, ils font pas ça. Ils se font liquider. Et c'est ce qui fait la plupart des mouvements de Bitcoin à court terme en fait. Les traders utilisent ça. Nous, avec une méthode long terme, on s'en sert juste pour comprendre quand il peut y avoir des retournements de tendance, quand le marché peut faire une correction, quand il peut finir sa correction et rebondir. Donc là, de ce que tu vois, ça pourrait arriver en ce moment. Exactement. Là, maintenant, tout de suite. D'où le fait qu'on ait mis les ordres d'achat au montant que tu m'as dit. Là, maintenant, tout de suite. D'ici, déjà, ça pourrait rebondir. Si on a de la chance et qu'il y a encore une dernière mèche, une dernière cascade de liquidation, il suffira de peu pour qu'on ait un rebond qui soit très puissant. Donc, celui qui n'est pas rentré aujourd'hui sur les crypto-monnaies, si j'étais à sa place, je mettrais une bonne partie déjà.
dans Bitcoin, Ethereum et dans les cryptos. En spot, en comptant aujourd'hui ou en... Toujours en spot, en investissement long terme. Et je mettrai une bonne partie tout de suite sur les actifs qui m'intéressent. Et je garderai 30-40% avec des ordres d'achat plus bas si jamais le marché y va. Ouais. Ok, ceci n'est pas un conseil en investissement. Exactement. Mais grosso modo, là, sur la partie analyse de marché, on a fait un truc bien complet. Tu vois, ça représente un petit peu ce que je fais chaque semaine avec le report. C'est une partie de ce que je fais chaque semaine. Et tu vois, avec tout ça, en fait... Le report, pardon, c'est ce qu'on fait pour les personnes qu'on accompagne. Enfin, je dis on parce que moi, Quentin, c'est mon associé, mais c'est lui qui s'occupe de cette partie opérationnelle, tu l'auras compris, sur les cryptos. Et donc, on a à peu près 2000 personnes qu'on accompagne par formation online et par des accompagnements, alors quelques accompagnements perso aussi avec Quentin, et des accompagnements hebdomadaires avec ce type de report, où en gros, il fait un résumé de Glassnode de centaines de critères. Enfin, en gros, il passe 8 heures par jour à analyser ça. Même plus d'ailleurs, je suis un peu souple là, sur les 8 heures. Sur la partie analyse de marché, c'est 2 jours dans la semaine où on est focus là-dessus. Ouais. Puis il y a 2 autres personnes aussi qui bossent avec toi. Ouais, donc il y a toute une équipe qui bosse pour préparer ces reports afin de pouvoir expliquer en une semaine qu'est-ce qui s'est passé sur le marché crypto, mais de manière ultra détaillée. Ce qu'on t'a expliqué là maintenant, mais en condensé, une fois par semaine, sur un document PDF. Ouais, voilà. C'est ça. C'est là que j'insiste sur un point très très important, et ça la plupart des gens ne comprennent pas. C'est que déjà, d'une part, le premier critère important pour réussir en crypto, c'est d'avoir une vision assez long terme. Si tu fais du court terme, tu regardes tout ce qui se passe sur YouTube, tu regardes les vidéos d'analyse technique, tous les traders, ils te disent le prix peut monter, mais aussi il peut descendre. Du coup, tu ne sais pas quoi faire, tu achètes au pire moment, tu vends au mauvais moment. C'est très très dur en fait d'agir comme ça. Le trading, c'est vraiment un métier, tu vois. Sachant qu'on sait que sur YouTube, si tu t'informes beaucoup sur YouTube, et c'est cool avec nous, et si tu t'informes aussi grâce aux médias, c'est que, je le sais très bien sur YouTube, ce qu'on recherche, c'est un titre qui va être accrocheur. C'est pas un titre qui dit la vérité. Et malheureusement, et crois-moi, excuse-moi du terme, je suis le premier à qui ça fait chier. C'est pour ça que je suis pas vraiment à fond dans ce YouTube game. T'as qu'à voir un peu des fois mes miniatures, mes titres, etc. Et pourtant, on est bien obligé. Donc, ce que tu vas voir, entendre ou apercevoir comme titre, etc. sur YouTube ne reflète pas la réalité. Il reflète ce que toi, humainement, as besoin pour aller cliquer sur la vidéo. Et des fois, il y a une grosse différence. Exactement, ça va secouer tes émotions. En plus, d'être dans un marché crypto où déjà tes émotions sont hyper maltraitées. Je suis obligé d'écrire Bitcoin à $1 million sur cette vidéo pour qu'il clique. Et le problème, c'est que ça escalade. C'est que quelqu'un va venir mettre $1 million si tu veux que tu cliques. Et c'est pour ça que YouTube, c'est du délire en ce moment. Exactement. Voilà, ok. Fait, tu vois, donc, le premier point important, c'est que du coup, il faut absolument que tu maîtrises ta psychologie. Donc, il faut que tu prennes du recul. Pour gagner en crypto, tu es obligé d'avoir une vision long terme. Ça, c'est la règle numéro 1 que j'ai compris moi avec le temps. Et la règle numéro 2, il n'y a que en fait, ma méthode qui l'applique, dans ce que j'ai pu voir jusqu'ici, c'est d'avoir une vision à 360 degrés et d'analyser le marché chaque semaine sous tous ses angles. La plupart des analystes, ils ont une voire 2 méthodes. La plupart, ils utilisent juste l'analyse technique. Donc les traders, ils regardent le graphique de prix, ils regardent des indicateurs de momentum et puis ils donnent leur approximation. Moi, j'utilise l'analyse technique, mais j'utilise aussi les on-chain, l'analyse de cycle, les marchés dérivés, les news, etc. Et en fait, avec tout ça, on comprend tout ce qui se passe à court, moyen, long terme, ce que font les acteurs, et du coup, on arrive mieux à comprendre ce qu'on peut attendre à court terme, à long terme. Et du coup, prendre des bonnes décisions. Et donc, c'est ce qu'on fait dans le report. On analyse tout ça en détail. Et le but du report, en fait, c'est d'une part de permettre aux gens de prendre du recul, de souffler, d'avoir une émotion adaptée à la situation, et surtout de gagner énormément de temps. Parce que, ok, il y a tout dans le PDF, mais s'il veut, en 1 minute, il lit le résumé, il voit mes conclusions et mes stratégies. On te donnera un exemple si tu veux, on te fait cadeau un petit exemple. Ouais, c'est vrai qu'on pourra en mettre un lien. Dans le lien dans la description, on te le met en exemple, comme ça tu vois à quoi ça ressemble. Il faut absolument ces 2 éléments, et on pourrait rajouter en gros de faire le moins d'actions possible. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils ont tout le temps envie de faire des mouvements sur leur portefeuille. Ils pensent je suis passé par là. Vraiment, je suis passé par là, j'ai fait plein de conneries avant que je connaisse Quentin. T'as envie de tout toucher parce que t'as un pote qui te dit tiens, il y a une ICO, il y a un crypto qui sort, tiens, il y a lui qui va monter, il y a lui qui va descendre. Voilà. Et tous les jours, t'as envie de faire des choses, surtout dans ces moments paraboliques, fin 2021, je me rappelle très bien. Et là, depuis que c'est Quentin qui gère mes cryptos, on conseille dessus, j'ai fait quoi, peut-être 5-6 mouvements depuis la dernière année et demie. Un peu plus ces 3 derniers mois parce qu'il se passe un peu plus de choses, mais pas grand-chose finalement. Et voilà, okay. Avec ces 3 règles, normalement, déjà, tu as ces 3 règles, tu comprends. Après, quand tu as les outils, normalement, tu réussis un cycle. Comment on peut conclure là cette actu? Tu as d'autres choses à nous dire sur l'actu ou pas? Il y a de l'actu. Là, on a fait vraiment une phase marché. On va faire court sur la partie actu, mais des points qui sont assez majeurs. Donc, je lis mes notes en même temps. C'est ça que je viens de me rappeler. Il y a plein d'autres choses. Il y a les ETF. Il y a plein de trucs, mais on va faire court parce que je pense qu'on est déjà pas loin d'une heure de vidéo. Il y a un premier point qui, moi, m'a vraiment fait plaisir à lire. C'est que Stripe, donc le plus gros processeur de paiement en ligne au monde,
adopte les crypto-monnaies et permet le paiement en stablecoin dès cet été, en USDC. C'est un grand pas pour l'adoption des crypto-monnaies, vraiment. Rien à voir avec le fait que tu puisses acheter notre formation via Stripe, parce qu'on utilise Stripe, ou un accompagnement directement avec tes cryptos. On n'a rien demandé. Ouais, non. Non, mais du coup, c'est le cas en fait. C'est que tu peux acheter. Oui, on aurait pu, mais on n'est pas assez puissant pour ça, on aurait aimé. Mais voilà, que tu achètes un accompagnement crypto, IMO, enfin, tu passes par un des produits qu'on a dans une de mes boîtes. On passe par Stripe, et donc ça veut dire que tu peux payer avec tes cryptos. La plupart des e-commerce passent par Stripe, donc c'est gigantesque en fait. Voilà. Et il y en a un deuxième qui est donc PayPal, que tu connais forcément. PayPal qui fait un partenariat avec MoonPay, qui est un processeur de paiement crypto, pour justement permettre de payer avec une centaine de crypto-monnaies via PayPal. Donc c'est énormissime. Et on utilise PayPal aussi. C'est énormissime. Ça va ramener énormément d'argent dans le marché. Deuxième nouvelle qui fait du sens, qui est d'actu, c'est que les plateformes d'échange comme Binance ou Coinbase ont fait un super trimestre. Et généralement, ça c'est une nouvelle qui pousse les marchés crypto à la hausse. Ok. Notamment tu veux dire leur bilan, les chiffres qu'ils ont annoncés sont encourageants. L'argent qu'ils ont gagné avec leurs produits, services, leurs frais, etc. Et Coinbase, ils nous intéressent beaucoup. C'est bon parce que c'est le leader. Quand ils font un très bon trimestre, d'une part parce qu'ils tirent le marché, mais aussi parce qu'ils ont un très gros écosystème maintenant de produits et services, et qu'ils ont lancé leur blockchain qui s'appelle Base, dont on a parlé un petit peu récemment et qu'on étudie de très près dans l'investissement en crypto, avec plein de projets qui pourraient bien performer parce que Coinbase performe bien et parce que la blockchain Base se porte bien. Il n'y a pas encore de token pour Base. Si elle arrive, c'est un actif que je voudrais acheter. On a déjà parlé dans une vidéo YouTube à mon avis. Tu regarderas les deux dernières, c'est sûr qu'on en a parlé. Ouais. La troisième nouvelle, alors c'est pas une nouvelle, c'est un état des lieux des ETF. Donc tu vas préciser ce qu'est un ETF ? Un ETF, très simple, c'est un panier dans lequel tu vas pouvoir investir et qui va suivre le cours d'un indice. Voilà, en version ultra débutant. Exactement. Et en gros, ça a permis à... donc il y a eu les ETF sur Spot, sur Bitcoin, qui sont sortis en janvier cette année, 2024. Qui fait beaucoup de bruit quand même. Exactement. Si tu suis ça. Qui permettent en fait à des très grosses institutions de te vendre du Bitcoin via leurs canaux à eux. Donc en fait, ils peuvent... Ça permet d'une part aux particuliers sur leur plateforme de trading habituelle du eToro ou autre d'acheter du Bitcoin sans avoir à aller sur une plateforme crypto, ce qui peut faciliter l'achat. Et ça permet aux grands fonds de pension, aux grands fonds d'investissement, aux banques, aux assurances de vendre des produits financiers où il y a du Bitcoin dedans. Tu sais ceux qui disaient de ne pas investir dedans. Exactement. Ben voilà. Qui disent encore de ne pas investir dedans. Mais sauf par notre ETF. C'est pas pareil. Et tu verras ton banquier qui te fait signer des décharges, et j'en suis encore là et j'en peux plus moi de ça. Ils font signer des décharges pour te dire attention, vous investissez dans quelque chose de risqué, etc. Donc surtout laissez votre argent chez nous. Tu verras quand les banques françaises auront peut-être, je sais pas si c'est le cas un jour, mais un jour ça arrivera, des ETF Bitcoin ou d'autres produits d'investissement avec des cryptos, mais tu verras qu'il n'y aura plus... BNP Paribas vient d'investir massivement dans l'ETF Bitcoin Spot. Voilà. Si jamais tu veux investir dans les cryptos et que BNP te demande est un peu long pour faire le virement sur tes comptes, tu auras un argument. Ce qui a des chances d'arriver, j'ai connu ça aussi. Voilà, tu auras un argument. Il y a ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ETF Spot Bitcoin, c'est le lancement le plus successful de l'histoire dans les ETF. Aujourd'hui, on a 12 milliards de dollars investis depuis janvier dans les ETF Spot Bitcoin. Ça représente quoi par rapport à d'autres ETF qui ont été sortis sur le marché ? Alors, je ne sais pas quantifier, je n'ai pas regardé les autres, mais je sais que c'est le plus gros lancement de l'histoire en ETF. Okay. Donc ça, c'est c'est sur les ETF américains. Et pardon, je te coupe. Même si tu n'as pas de chiffres, tu as des noms d'ETF qui étaient déjà successful avant. Par exemple, tu parlais de l'ETF de l'or. Ouais, exactement. Il y a eu l'or. Alors, je ne sais pas le quantifier non plus, mais par contre, il y a une nouvelle super importante à connaître, c'est que quand l'ETF de l'or est sorti, je crois que c'est entre 2001 et 2005, je ne sais plus. Dans les 7 ou 8 années qui ont suivi, l'or a fait x10. Imagine ce qu'on peut voir sur Bitcoin maintenant. Donc là, déjà, ce que tu dis, même si tu n'as pas les chiffres de l'ETF or, on pourra les chercher et les mettre, tu pourras faire ta recherche. L'ETF Bitcoin a déjà fait mieux. Donc en termes de croissance, en termes de capitaux... Bon, parce qu'on a beaucoup plus d'argent sur les marchés qu'il y a 25 ans. Évidemment, aussi. Sur les premiers mois, il y a beaucoup plus d'argent qui est arrivé sur le l'ETF Bitcoin que ce qui n'était arrivé sur le l'ETF de l'or. Et Internet, la diffusion de l'information, etc. Voilà, exactement. Donc l'âge exponentiel, on en parle souvent. Dans tous les cas, on a un véhicule en fait qui est désiré par la plupart des gens, mais il y en a plein qui ne voulaient pas l'acheter au comptant, ce qui est bête, parce qu'en fait, l'intérêt de Bitcoin, c'est de le détenir et d'en avoir le contrôle total et que personne ne puisse se le prendre. Tu parles à quelqu'un qui a des cryptos depuis 7-8 ans, un truc comme ça ? Moi ? Ouais. Bientôt 9 ans, ouais. Ok. Moi, ce qui m'a refroidi d'acheter des cryptos, c'est que pendant un an, j'ai essayé d'ouvrir un compte, j'ai essayé une ou deux fois,
et que je suis pas vraiment du tout internet technologique, ça peut paraître bizarre, même si je suis sur YouTube et tout, je déteste. Juste les actions d'ouvrir un compte me fatiguaient et je l'ai pas fait. Ouais, je comprends, maintenant il y a plein de J'ai leviers. raté un crypto, tu te rappelles, de Phantom à l'époque, Ouais. une amie qui m'avait dit investis là-dedans parce qu'elle connaissait le fondateur et tout. J'ai essayé d'ouvrir les comptes, fallait transférer. Et quand tu démarres, tu as déjà dû le connaître, c'est un peu rébarbatif. J'avais du taf à ce moment-là, j'ai laissé tomber. Bon, le crypto a fait x20, j'étais dégoûté et voilà. Bah, Après, je l'ai maintenant, racheté, c'était trop tard. mais maintenant il y a, Je peux pas faire. il y a plein de moyens maintenant d'acheter facilement des crypto-monnaies. C'est Regarde, vrai que beaucoup plus facile qu'il y a déjà 3 un exemple, la banque Revolut. Moi j'utilise, on n'a pas d'affiliation, c'est dommage, mais la banque Revolut, Attends, t'en fais une. j'utilise depuis une dizaine d'années. Et en fait, ce que je reprochais tout le temps à Revolut, c'était que récemment, ok, tu pouvais acheter des crypto-monnaies, mais en fait, t'achetais un indice, tu les détenais pas, tu pouvais pas les sortir de Revolut. Et ben depuis quelques mois, enfin, tu peux acheter des cryptos, les recevoir depuis un compte crypto et les envoyer de Revolut vers ton portefeuille crypto. Donc en fait, c'est un canal super facile pour toi ça se simplifie de plus d'acheter en des plus. crypto-monnaies et On a après tu utilisé peux les... Internet la première année que c'est sorti Voilà. versus maintenant. Donc on peut imaginer dans 5 ans ou dans 10 ans qu'est-ce que ce sera d'acheter des Bah, crypto-monnaies. d'ailleurs, On pourra tous. On en parlait récemment, l'adoption des crypto-monnaies, elle est beaucoup plus rapide que celle d'Internet en partant de l'année 0. Et on estime qu'en 2030, là on est à 500 millions d'utilisateurs en crypto. On estime qu'en 2030, il y aura 4 milliards d'utilisateurs, donc la moitié de la population mondiale qui sera en crypto, ce qui amènera le marché à une valeur globale de 100 000 milliards de dollars. On est à 2700 milliards aujourd'hui, donc x 40 d'ici, en termes de croissance, tu vois. Le marché dans sa globalité, donc Bitcoin aura son multiple et puis les altcoins en auront d'autres. Tu m'enverras le doc, on le mettra à ce moment-là. Ouais. La superposition entre la bulle Internet et Ouais. la bulle Internet et la bulle crypto, et surtout les capitalisations, les fonds qui sont sur ce marché, etc. C'est ça. Il y a l'adoption, la vitesse d'adoption, c'est ça que je cherchais. aussi. Alors on en parle de temps en temps. C'est, moi j'aime beaucoup ça. Ça s'appelle l'effet de réseau, la loi d'adoption ou la loi de Metcalfe. T'as 3 manières de l'appeler. En fait, cette loi, elle dit que plus une technologie est adoptée, plus elle a de valeur. C'est pareil pour tous. C'était la roue, le téléphone, Internet, le fax, le Minitel, peu importe. Quand peu de personnes ont une technologie ou un téléphone, elle a peu de valeur parce que c'est difficile de communiquer. Mais à partir du moment où tout le monde a un téléphone, tout le monde peut communiquer avec tout le monde et tout de suite, là, ça a beaucoup de valeur. Et ben, c'est pareil avec les crypto-monnaies. Quand tout le monde aura des crypto-monnaies et que tout le monde paiera en crypto, ce sera devenu un standard et ça aura énormément de valeur. Ce qu'il faut comprendre avec les ETF, donc je reviens sur les ETF, c'est que, ok, aujourd'hui, il y a déjà 12 milliards de dollars, mais il n'y a pas encore les très 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 gros fonds. Il n'y a que les petites instits. Il n'y a pas encore les grosses banques. Il n'y a pas encore les fonds de pension, les fonds de retraite qui vont proposer à tout le monde d'avoir du BTC. BlackRock, Blackstone, etc. Il y a qui est dedans ou... BlackRock, c'est donc le plus gros aujourd'hui, qui a dépassé récemment GBTC. Mais par contre, il n'y a pas encore les grosses banques. Il n'y a pas encore les gros fonds de pension. Il n'y a pas encore les gros fonds de retraite. Donc il y a encore énormément d'argent à venir dans les ETF. Et pour quelle raison, tu penses ? Parce qu'on tend vers un monde qui sécurise son épargne en Bitcoin. Parce que c'est le seul actif aujourd'hui qui surperforme vraiment de manière continue l'inflation sur une période, si tu regardes sur une période assez longue. Donc, tu m'as dit récemment qu'on a eu une augmentation de la masse monétaire de 8% par an. Par an en moyenne, depuis. Dans le monde, en moyenne. Et c'est le seul actif que tu peux détenir sur assez longtemps qui surperforme largement et qui fait que tu gagnes un pouvoir d'achat. Toute autre classe d'actifs, tu la détiens, elle monte en valeur, c'est bien, mais en fait, elle sous-performe ou elle surperforme à peine l'inflation. Ça veut dire que même si ton actif, ton immobilier, ton or, etc., il gagne en valeur, tu perds encore du pouvoir d'achat. Sauf l'immobilier acheté à crédit. Normalement, immobilier acheté à crédit, tu mets 8 à 10% d'apport, tu as un IMO qui fait 5, 6, 7, 8% net par an. Normalement, ton argent fait 50, 60, 70, 80% par an. Évidemment, puis si tu fais de l'achat-revente, forcément. Et de l'achat-revente aussi, donc voilà. Sauf immobilier, je précise. En France, avec crédit, à Bali, c'est un peu différent. Voilà, exactement. Alors, ça, c'était un petit point ETF. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres points à soulever, donc récemment, il y a eu un ETF qui est sorti à Hong Kong sur Bitcoin et sur Ethereum. Sauf que le volume était que de 12 millions de dollars le premier jour, le volume d'échange. Donc c'est le premier ETF Ethereum finalement. Spot. Il n'y en a pas eu avant. Je ne crois pas. Je crois que tu as raison. Un volume très faible, ce qui démontre en fait que ce qui se passe dans le reste du monde, ça a très peu d'impact par rapport à ce que font les USA. Donc c'est les USA qu'il faut surveiller. Okay. Et d'ailleurs, en parlant d'ETF Ethereum... Ça me paraît fou quand même pour le coup, mais j'ai été à Hong Kong récemment. C'est quand même une grande place financière en Asie du Sud-Est. Et ça me paraît fou en fait que... Sur l'année, on devrait atteindre, d'après les estimations, 1 milliard de dollars dans cet ETF. Mais pour le moment, le volume est faible. Et du coup, je rebondis parce qu'on attend
avec impatience un ETF spot sur Ethereum. Pour le moment, De la part des Américains. de la part des Américains, le consensus est extrêmement négatif, pessimiste par rapport au fait que, enfin, il y a un ETF spot, il y a plusieurs ETF spot Ethereum qui ont été demandés, dont on doit avoir la réponse en mai normalement de la part de la SEC, donc c'est l'autorité de régulation des marchés américains, qui dit oui ou non, on lance ETF Ethereum. Pour le moment, c'est très 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 pessimiste. Et Bloomberg estime qu'on le verra plutôt en 2025, tout ça parce que la SEC est en train est encore en doute sur le fait que est-ce que Ethereum c'est une commodité comme Bitcoin ou est-ce que c'est un outil spéculatif. Donc le consensus est pessimiste. J'ai envie d'être optimiste, j'ai envie d'être à contre-courant. Petit Nostradamus, on verra. Mais Et tu penses que ça aura un impact que sur Ethereum ou de manière globale sur le reste du marché? ça aura un impact énorme sur tous les altcoins parce que la plupart des projets sont construits sur Ethereum aujourd'hui, donc tout ce qui est construit sur Ethereum, ça prendra également en volume. Attention, petit bémol, admettons qu'il soit refusé maintenant, s'il est accepté en 2025, ça pourrait être le sommet de cycle. Nostradamus. Ça Ok. pourrait être De Nostradamus, Ça on pourrait verra. le sel de news en sommet de cycle. Pourquoi? Parce que en 2017, quand il y a eu le premier ETF sur les marchés futurs sur Bitcoin qui est sorti, ça a tracé le sommet de cycle. En 2021, je crois que c'est en octobre, il y a eu également un autre produit financier qui est sorti sur Bitcoin, ce qui a fait le sommet de cycle à ce moment-là. Et ce qui a vraiment aussi marqué le sommet du cycle, c'était le listing de Coinbase en bourse. Donc attention, si le TF Spot Ethereum arrive en courant 2025, ça pourrait être le sommet de cycle. D'accord. Et dernier point concernant les ETF. Donc actuellement, là, depuis 4-5 jours, on est dans une phase où il n'y a plus d'argent qui rentre sur les ETF, mais on a été en pause, notamment sur l'ETF de BlackRock. Et là, depuis quelques jours, il y a de l'argent qui sort des ETF. C'est tout à fait normal, puisqu'en fait, les ETF, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que c'est juste un levier pour amener plus de capitaux dans le marché. Mais ces capitaux, là, aujourd'hui, dans l'ETF, il y en a une grosse part qui sont les investisseurs particuliers. Il y a les instituts, mais il y a aussi les particuliers. Ils ont la même psychologie que les particuliers qui achètent du Bitcoin spot. C'est-à-dire que quand le marché descend et qu'ils passent sous leur prix d'achat, ils paniquent et ils vendent. Donc forcément, si le prix corrige, ils vendent. Donc les ETF qui sont censés avoir... Là, directement via les ETF, bon, ils le font via leur téléphone où ils appellent leur banquier. Avec qui... Il y a des banquiers d'ailleurs directement B2C qui ont vendu des ETF comme ça, où ça se fait que par du B2B. Honnêtement, je sais, j'ai pas regardé dans l'opérationnel comment ça s'est passé, mais en tout cas sur les plateformes de trading, tu peux en acheter. Et du coup, c'est pareil, c'est en un clic, tu vends ton ETF Bitcoin. C'est comme si tu en achetais sur Binance et que tu le vendais. Tu vois, la psychologie, elle est la même. Impact, ouais. Donc, pas de panique, parce qu'il y a beaucoup de peur aujourd'hui autour de ça. On essaie, là, il y a plein de nouvelles, dont d'autres que je te montrerai après, où on essaie de faire peur au marché pour les faire vendre. Pas de panique, c'est juste la psychologie du marché qui suit son cours. Quand le prix va repartir à la hausse, les ETF vont repartir à la hausse aussi. C'était tout pour la partie ETF. Maintenant, des nouvelles aussi un peu, entre guillemets, des nouvelles qui essaient de créer la peur. Donc moi, j'aime bien en fait aller à contre-courant quand il y a des nouvelles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les news en crypto, elles sont là pour justifier là où le prix devait aller, déjà. Là où on voyait qu'il allait, les news... C'est idem selon toi dans la finance traditionnelle? Ou plus dans les cryptos parce que c'est moins encadré? Alors, très juste, plus dans la crypto parce que justement c'est moins régulé à ce niveau-là. Je pense que ça se fait quand même aussi dans les marchés tradis. Mais typiquement, tu vois, tu as des gros acteurs comme JP Morgan qui volontairement poussent beaucoup de pessimisme dans les bas de cycle en même temps qu'ils achètent massivement du Bitcoin depuis plusieurs cycles. Là, on a vu, on a des articles par exemple qui montrent JP Morgan avec des arguments négatifs pendant qu'ils achètent. Ouais, tu peux en trouver. Ouais. Si on avait Chris, il nous dirait comme par hasard. Comme par hasard. Quant à nous, conspirationniste, etc., qui a pas tout faux d'ailleurs finalement. Pardon, on doit couper cette partie, nous sommes sur YouTube. Et JP Morgan qui au sommet va vous dire acheter du Bitcoin, c'est le moment où il dump sur les retail et qui vend. Donc, des nouvelles extrêmement négatives aujourd'hui qui essaient de faire peur au marché. Le premier, c'est autour de Binance. Binance US, qui est la filiale américaine, a été interdit dans 6 États aux USA. J'ai pas la cause, mais il y a ça et il y a le fait que son fondateur et ancien CEO, CZ, donc CZ c'est ses initiales, soit en prison pour 4 mois pour blanchiment d'argent. Bon, ça va, c'est sage, 4 mois. On essaie de cracher encore sur le marché. Tous les fondateurs d'exchange ou à peu près tous ceux qui bossent dans la finance. Ouais, alors attention, faut pas tout mélanger justement parce qu'ils essaient de faire de l'amalgame entre le patron de FTX qui a volé de l'argent à tout le monde et fait cracher son exchange
et CZ qui a blanchi un peu d'argent, alors que les États et les politiques en blanchissent des Oui, voilà, quantités, c'est on ce le que je sait. dis. Ouais. Donc ça, c'est de la politique. Hein. On va mettre en prison ce gars-là pour faire du buzz et essayer de faire descendre le marché. Et c'est ce qu'on appelle de la manipulation de marché. C'est ce que font les gros acteurs pour tirer le prix vers le bas et liquider du monde pour rebondir par la suite et qu'ils puissent acheter. Donc comme je te disais tout à l'heure, ils créent des zones de liquidité. Et en fait, des très gros acteurs, pour placer des très très gros ordres d'achat, ils ont besoin de beaucoup de gens qui vendent. Ils ont besoin de beaucoup d'ordres de vente pour placer leurs très gros ordres d'achat. Donc ils vont essayer de tirer tout le monde vers le niveau où ils ont leurs ordres d'achat, en faisant peur au marché, pour que leurs ordres soient remplis. Et c'est quoi ces ordres d'achat? En fait, c'est... Toi, tu arrives à les voir sur Glassnode ou il y a des indicateurs, justement, les zones de liquidité. On voit en bas qu'elles sont autour de 52 000 $ pour les premiers sur les gros acteurs. D'accord. Mais Quels seraient, on va aller un peu plus loin dans la conspiration, mais on est en plein dedans. Quels sont les acteurs qui peuvent être liés au gouvernement, notamment au gouvernement américain? Je parle d'acteurs comme des très gros fonds d'investissement, qui pourraient nous montrer des ordres d'achat. On pourrait voir les ordres d'achat qu'ils ont, on pourrait faire un lien avec le gouvernement et donc avec ce qui se passe avec... Alors faire un lien avec le gouvernement, honnêtement, c'est difficile. Mais déjà, les gros acteurs, il y a les échanges eux-mêmes. Donc Binance, Kraken, Coinbase, etc. Parce que eux, ils essaient de gagner de l'argent, si tu veux, par les frais, mais aussi par le trading de leur épargne. Il y a les grands fonds comme BlackRock, etc. Il y a les grandes banques, il y a les grandes instituts de trading, il y a Wall Street surtout. Et en fait, d'ailleurs, ce que tu soulèves comme point, c'est intéressant parce que on voit où ils placent leurs ordres d'achat. Et ça, c'est une méthode qui peut être utilisée, si tu veux, contre ceux qui observent ces ordres d'achat. C'est ce qu'on appelle du spoofing. C'est une méthode où, en fait, les gros, ils vont placer des ordres d'achat massifs à un prix très bas. Donc, par exemple, aujourd'hui, ils pourraient placer l'ordre d'achat à 45 000 $ pour faire croire que le prix va y aller. Pour faire croire que le prix va y aller. Donc, ils vont tirer le prix dans cette zone. Et en fait, ils ont d'autres ordres d'achat un peu plus haut pour commencer à accumuler. Et en fait, mais plus faibles. Que tu vois moins ou qui sont moins visibles. Mais surtout, le moment où le prix va se rapprocher de cette zone-là, ils vont retirer leur ordre d'achat qui était très bas, acheter au prix actuel, et donc prendre toutes ces liquidités et permettre au prix de rebondir. Et en fait, c'est sans cesse des mouvements comme ça, les marchés financiers. C'est pour ça que le retail se fait manger, parce que leur psychologie, elle est tiraillée à court terme. Tout est fait pour les manipuler. Et donc, il faut avoir une vision long terme. Donc, pour revenir à ce qui se passe là aujourd'hui avec Binance, il est déjà en prison actuellement? Je ne sais pas. Oui, je crois pas. J'ai un doute. Peut-être que oui, récemment, mais je ne sais pas. Mais la news a été poussée déjà. Donc, si tu veux, toutes ces news, elles sont faites pour faire tomber le marché. Après, il y a plein de nouvelles tout le temps. Là, ce qui a fait baisser un peu plus le marché, c'est surtout la politique américaine qui disait que l'inflation montait, du coup, elle n'allait pas baisser ses taux, malgré qu'en arrière-plan, elle imprime. C'est ça qui a fait baisser un petit peu les marchés traditionnels, donc le S&P 500, qui fait baisser en même temps Bitcoin. Enfin, tu vois, tout est lié en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision à 360. Donc ça, c'est une nouvelle qu'il faut prendre à contre-pied. Et pour finir, en termes d'adoption, une autre nouvelle. Alors, c'est pas vraiment une news, mais c'est plutôt, je dirais, une innovation qui est intéressante. On a vu pas mal d'acteurs commencer à avoir des initiatives similaires, mais c'est un géant de la production de charbon dans le monde qui s'appelle Alliance Resource Partners, qui a lancé un projet pilote qui s'appelle Green BTC, qui en fait utilise leur énergie entre guillemets perdue pour miner du Bitcoin. Donc j'imagine que c'est en utilisant du charbon qui était estimé être des pertes. Ils s'en servent pour miner du Bitcoin et du coup, ils ont réussi à générer 30 millions de dollars de profit en minant 425 Bitcoins récemment en exploitant leur énergie perdue. Et ça, il y a pas mal de gros acteurs qui commencent à avoir des initiatives similaires, notamment El Salvador. Ils utilisent la vapeur générée par la chaleur de leur volcan pour miner du Bitcoin. Et en fait, ce qui est intéressant à soulever ici, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de très très gros acteurs, des grandes entreprises, des États, etc., qui exploitent des ressources naturelles ou des ressources qui étaient perdues pour finalement soit miner du Bitcoin, soit gagner de l'argent via la blockchain. On parlait dans la dernière vidéo de ces grandes boîtes qui ont des quantités de serveurs dont ils ne se servent pas, qui peuvent la fournir sur la blockchain, donc de la puissance de calcul sur la blockchain pour entraîner les intelligences artificielles. Eh bien, c'est des exemples de business models qui émergent dans les crypto-monnaies qui démontrent qu'on a une adoption croissante et innovante et qui fait qu'on tend vers un monde en fait, qui s'optimise, contrairement à tout ce que les médias essaient de pousser en disant que le Bitcoin pollue, soi-disant, etc. En fait, il y a une grosse quantité de Bitcoin, ça, même une majorité, le plus gros foutage de gueule qu'on a entendu, qui est produite par l'énergie verte. Ouais, exactement. Donc,
encore une fois, quand on s'intéresse à un marché, il faut toujours faire ses propres recherches plutôt que d'écouter ce que disent les médias qui sont là pour nous faire perdre de l'argent. Parfait. Eh ben écoute, complet là. Hein. J'espère Je qu'on sais a pas donné combien on en est, à la peu matière. près 8h37 minutes. Mais on avait un paquet de trucs. Hein. Ouais. Dommage que je suis pas à Bali plus souvent dans l'année. On aurait pu faire des actus. Non, mais tu viens en juin. Je viens en juin. Tu viens en Et en juin fin là, d'année. pour intervenir au Club 40. Donc dans ce cas-là, on en refera une en juin à la Ok. maison. Ouais. Tranquille, on en fera une. Donc si elle est en juin, je pense qu'on la sortira en juillet. Voilà, pas de garantie encore, mais on va essayer de la faire à ce moment-là. Vu qu'après je revois pas Quentin avant, à mon avis, la fin de l'année, ça peut être sympa de le faire à ce moment-là. Donc bah écoute, j'espère que t'as aimé cette petite actu impromptue en milieu de mois pour changer. Dis-nous en commentaire ce que t'en as pensé. Est-ce que tu veux plus d'actu crypto, et dès que j'essaie de croiser Quentin, on en refait une. On peut même en faire une si jamais le visio. marché en visio. Franchement, ça peut passer aussi, vu le nombre d'informations. Et puis voilà, dis-nous un peu commenter psychologiquement en crypto actuellement. Là, on devrait poster la vidéo d'ici la semaine prochaine, donc peut-être qu'il s'est passé soit une correction, peut-être un rebond forte, déjà. soit peut-être un rebond. Ouais. On verra d'ici là, mais dis-nous comment est ta psychologie, qu'est-ce que tu penses des cryptos, est-ce que tu continues d'acheter, tu vends, qu'est-ce que tu as envie de faire. Nous, ça nous aide aussi à comprendre, et comme vous êtes nombreux en ce moment à nous envoyer des messages, à vous intéresser à la formation, à l'accompagnement, etc., on sent bien que quand le marché, vous êtes demandeur, donc on est là pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Sur ce, n'oublie pas, en description, on va t'offrir le petit report, et puis voilà, j'espère que tu as aimé, je te souhaite une très très bonne journée, et à bientôt. Ouais, merci pour prochaine ton attention vidéo, voilà. et à la prochaine. Allez, ciao.